L'effectif de la gendarmerie nationale se renforce avec la sortie de 2 nouvelles promotions. Les 30 officiers de 6 nationalités ont reçu chacun leur attestation ce jeudi. C'était en présence du chef de l'État qui a invité les Maliens à faire confiance à leurs forces de défense et de sécurité. Ils seront 28 le 28 juillet pour l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle a publié la liste définitive des candidats. Pas de changement, il reste donc au nombre de 28. Les 9 sages n'ont reçu aucune requête de contestation, juste 2 demandes de rectification de prénoms qu'ils ont accordées à 2 candidats. L'Égypte a un nouveau président par intérim depuis ce matin, choisi par l'armée après la destitution de Mohamed Morsi. Adli Mansour devra sortir le pays de la crise dans laquelle il s'est enlisé avec l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Madame, Monsieur, bonsoir. Jeudi 4 juillet, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec la sortie de la 4e promotion du diplôme d'état-major et de la 15e promotion du cours supérieur de la gendarmerie. Ils sont au total 30 officiers de 6 nationalités. Les récipiendaires ont reçu leur attestation au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République par intérim. C'était ce matin à l'école de la gendarmerie à Faladje. Le reportage de Bourama Traoré. C'est une double cérémonie en une seule. Sortie de la 4e promotion du diplôme d'état-major de la gendarmerie et celle de la 15e promotion du cours supérieur de la gendarmerie. Et c'est le chef suprême des armées qui vient présider l'événement solennel. La 4e promotion du diplôme d'état-major de la gendarmerie compte 10 officiers. En plus du Mali, les récipiendaires viennent de 6 autres pays de la sous-région, dont le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Après 4 mois de formation intense, les nouveaux officiers sont désormais aptes à servir au sein d'un état-major. La 15e promotion du cours supérieur de la gendarmerie est composée d'un effectif de 20 officiers. Durant 9 mois, ces officiers ont reçu une formation complète dans les domaines policiers, militaires et juridiques. Les connaissances acquises leur permettent dès à présent de se hisser à la hauteur de toutes les responsabilités correspondant à leur rang d'officier au sein de la gendarmerie territoriale et mobile, comme commandant de compagnie, commandant d'escadron, officier instructeur, officier rédacteur, officier de renseignement, pour ne citer que ceci. La 4e promotion du diplôme d'état-major de la gendarmerie est parrainée par le président togolais Faure Gnassingbé, lequel est représenté par son ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Les nouveaux diplômés d'état-major, tout comme ceux du cours supérieur, viennent à rallonger la liste des officiers formés par l'école de la gendarmerie. Ici, on est convaincu de cette maxime selon laquelle il n'y a de richesses que d'hommes. Ne vous y trompez guère. C'est le facteur humain qui est le facteur essentiel de toute décision dans les affaires du monde, notamment en ces temps de crise. Je vous encourage donc, mes chers cadets, à vous remettre perpétuellement en question pour ne pas vous installer dans le confort des habitudes, à vous extraire de vos schémas et de vos référentiels pour sortir des chantiers battus, oser prendre des risques calculés et surtout gagner. Aujourd'hui, plus que jamais, l'art du commandement a besoin de créativité, de souplesse et de changements positifs. Changement nécessaire pour permettre à la gendarmerie de mener à bien sa mission de protection des personnes et des biens. Comme il y a des coutumes, la sortie des 2 promotions a été marquée par un défilé et des démonstrations. Un exercice militaire réussi et apprécié par le président de la République par intérim, pour qui les Maliens doivent faire confiance et soutenir leur armée. Je voudrais féliciter tous les récipiendaires, tous ceux qui ont suivi cette formation avec succès. Et je voudrais surtout saluer le caractère sous-régional de l'école qui vient de former ces différents gendarmes. Puisque les récipiendaires ils viennent de pays divers tels que le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Burkina, le Mali évidemment. Et je pense que c'est déjà un embryon, c'est déjà un début pour la constitution de forces de défense et de sécurité sous-régionales et pour Cap africaine.
En tout cas, vous avez assisté comme moi à des démonstrations qui se sont très bien passées. Et je pense que cela permet aux citoyens et aux populations maliennes de savoir qu'en tout moment et en tout lieu, elles peuvent compter sur leurs forces de défense et de sécurité. Et le président Traoré de conclure par cet engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité afin qu'elles puissent répondre efficacement aux attentes des citoyens et des autorités politiques. Bonne chance aux nouveaux gendarmes. La bonne coopération sino-malienne était au centre de l'audience accordée par le président Traoré à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Il a également été question de la situation politique du pays. À sa sortie d'audience, Chiao Zongming s'est exprimé au micro de Nado Dambeli. Tout à l'heure, j'ai été reçu par monsieur le président de la République par intérim. On a discuté les relations bilatérales entre la Chine et le Mali, parce que nous sommes un ami traditionnel. La coopération s'avance, se porte très bien. Et aussi, nous allons échanger de vues sur la situation au Mali, par exemple les élections, etc. Le Premier ministre a reçu en audience cet après-midi le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, accompagné d'une forte délégation. Sidiki Kaba était venu discuter de la situation sécuritaire et des droits de l'homme au Mali avec Django Sissoko. Écoutons-le à sa sortie d'audience au micro de Fatoumata Kone. Nous lui avons dit que nous avons 3 préoccupations. C'est la question de l'impunité suite aux accords qui ont été signés. C'est aussi le processus électoral qui est actuellement en cours avec la commission dialogue et réconciliation qui a été mise au point. Nous sommes aussi préoccupés par la question de l'organisation des élections. Nous avons eu un échange franc avec le Premier ministre. Je pense qu'il a compris notre position. Ce dont nous craignons le plus, c'est qu'à travers les accords qui ont été signés, que l'on avalise la question de l'impunité. Il est important que ceux qui sont impliqués dans la perpétration des crimes les plus graves, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, puissent rendre compte devant la justice afin de prévenir de tels crimes et afin d'éviter aussi leur répétition. Le Mali est à la croisée des chemins aujourd'hui avec la crise qui a éclaté depuis l'année dernière. Nous avons fait beaucoup d'investigations. Suite à cela, nous avons constaté qu'il y a des violations graves des droits de l'homme, particulièrement au nord du Mali, depuis l'affaire Aguelok. Mais également aussi, nous avons pu constater que depuis l'implication des différentes forces, je voulais parler essentiellement des éléments qui se revendiquent de l'AQMI, du Mijao, du MNLA, mais également aussi des forces armées maliennes. Et nous avons dit que la meilleure façon d'éviter donc la répétition de ces actes, c'est qu'il y ait donc une enquête objective et impartiale et surtout indépendante pour pouvoir établir les faits, au besoin les responsabilités. Je pense que c'est une étape qui est nécessaire pour qu'on dépasse aujourd'hui une période où malheureusement on constate qu'il y a de graves violations des droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a signé ce matin 2 conventions d'appui budgétaire pour le Mali. La première, conclue avec l'Agence française de développement, porte sur un montant de près de 10 milliards de francs CFA. La deuxième convention, c'est avec l'Union européenne pour 59 milliards de francs CFA. Des financements pour accompagner notre pays dans sa transition. Le reportage de Suleiman Kenza Sidibé. Relancer l'économie pour soutenir la commande publique, c'est l'esprit de la première convention. La France met ainsi 15 millions d'euros à la disposition du Mali. Cet appui budgétaire doit assurer la subvention d'équilibre de l'État malien en faveur de l'EDM-SA à hauteur de 10 millions d'euros et la reconstitution du stock national de sécurité alimentaire pour 5 millions. Nous sommes fiers de la fraternité retrouvée entre nos 2 pays qui, nous l'espérons, est aussi une fraternité pour la durée, pour de nouveaux rapports entre la France et ses frères africains. Et que le Mali en soit l'exemple. La nouvelle dimension dans la coopération Mali-France s'annonce et s'est même déjà exprimée par la prise
des décisions politiques courageuses pour le Mali. Je voudrais simplement dire que c'est très important, après avoir pris des décisions politiques historiques et graves, et après avoir mené ensemble une guerre juste contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, contre une menace qui s'adressait à l'ensemble du monde, mais qui surtout en voulait à notre façon de vivre. Nous engageons depuis quelques mois maintenant des discussions autour de ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'économie, la construction d'un modèle qui va assurer la prospérité, pas seulement au Mali, mais aussi à la France. La deuxième convention signée avec l'Union européenne d'un montant de 90 millions d'euros est un appui au processus électoral et de dialogue, vise surtout à la prise en charge de la mission d'observation des élections au Mali. 28 candidats pour le 28 juillet. La Cour constitutionnelle a publié cet après-midi la liste définitive des 28 candidats qui vont aller à la course à la présidentielle 2013. Aucune requête n'a été déposée pour contester la liste provisoire qui a donc été confirmée. La Cour a juste apporté des rectificatifs, j'y arrive, au prénom de 2 candidats. Sira Batilé pour le reportage. 28 candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. La liste est définitive. Une proclamation de la Cour constitutionnelle après analyse des requêtes déposées au sein de l'institution. Arrête comme suit la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, dont le premier tour est fixé au 28 juillet 2013. Monsieur Smaïla Sissé, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, Monsieur Jamil Bitar, Monsieur Ousseini Guindo, Monsieur Moussa Mara, Monsieur Cheikh Mohamed Abdullah Souad Di Moribo Djara, Monsieur Mamadou Bakari Sangaré Blaise, Monsieur Moribo Sidibé, Monsieur Draman Damele, Monsieur Oumar Bouri Touré, Madame Haïdara Aïchata Alassane Sissé, Monsieur Oumar Mariko, Monsieur Alousseni Maïga, Monsieur Youssouf Sissé, Monsieur Muntagatal, Monsieur Siaka Diara, Monsieur Shogel Kokala Maïga, Monsieur Cheikh Boukadari Traoré, Monsieur Soumana Sako. C'est Oumar Bouri Touré qui défendra désormais les couleurs du groupe d'action démocratique pour le Mali. Il a été investi au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance. Composer un gouvernement à la mesure de ses moyens, autrement dit, un gouvernement restreint, efficace, compétent et soucieux de bien gérer les maigres ressources de l'État. Autre action prioritaire. Il faut un État fort et un État juste. Un État fort est un État capable d'assurer l'administration courante des lois et règlements qui disposent des moyens pour assurer leur application conséquente. Donc, il nous faut au Mali une Assemblée nationale qui vote des lois qui sont censées assurer le développement économique, social et culturel de toutes les couches sociales de la population. Pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, le candidat Oumar Bouri Touré propose la mise sur pied du service national des jeunes avec pour objectif la création d'un corps de réservistes tout en faisant de notre armée une armée républicaine au service exclusif du pouvoir public. Le parti Force citoyenne et démocratique a organisé hier une conférence de presse à son siège à Lafiabougou. C'était pour informer l'opinion nationale qu'il soutiendra le candidat de l'URD, Youssouf Diakité. Le parti Force citoyenne et démocratique FCD a voulu cette conférence de presse pour expliquer aux militants la démarche que le parti va suivre pour les présidentielles de 2013. L'occasion était bonne pour les responsables du parti d'aborder les questions fondamentales qui intéressent la vie de la nation. Aujourd'hui, c'est pour présenter à l'opinion publique nationale et internationale notre soutien à la URD, parce que depuis 2012, il faut reconnaître que nous avons été les premiers partis politiques à signer une alliance politique avec l'URD
qui se résume en quelques termes, l'acquisition et la gestion du pouvoir avec l'URD et les autres élections à venir, c'est-à-dire les législatives et les communales. Le président a également focalisé une bonne partie de son intervention sur la sécurisation du pays. Nous saluons ici tous nos amis du FDR et également toute la classe politique malienne pour l'appui inconditionnel que nous avons apporté à notre armée, notre vaillante armée qui s'est battue sur tous les fronts aux côtés des armées des autres pays voisins pour la libération très prochaine de la ville de Kidal. Vous le savez certainement que Tombouctou, Gao sont libérés et que nous sommes en phase de rentrer maintenant dans la ville de Kidal. Quant aux élections, il y a beaucoup de spéculations. Mais la position de la force citoyenne et démocratique est que nous voulons des élections à la date prévue. En répondant aux questions des journalistes, le président du parti a insisté sur la tenue des élections et à la date prévue. En 5e région, le Rassemblement pour le Mali RPM, section de Djenné, vient d'organiser sa conférence locale statutaire. C'était pour discuter de la vie du parti et renforcer les différentes structures en vue de l'élection présidentielle. Yacouba Maïga. En organisant cette conférence de section, le Rassemblement pour le Mali a voulu d'abord respecter la tradition et ensuite réaffirmer tout l'engagement du peuple RPM de Djenné à soutenir le parti. Il ressort des débats que le RPM est bel et bien implanté à Djenné et l'ensemble de ses structures, à quelque niveau que ce soit, fonctionnent au mieux avec une section, 12 sous-sections et 145 comités. Nous avons voulu démontrer à travers cette conférence de section que nous ne faisons pas de la duperie politique à Djenné. Cette conférence du RPM a été aussi l'occasion de dévoiler la stratégie électorale mise en place par le parti pour faire de l'élection présidentielle un scrutin transparent et apaisé. Notre souhait le plus ardent, c'est que d'abord les gens aillent tout de suite vérifier si leur nom figure au niveau vraiment du fichier biométrique qui est affiché dans les différentes mairies. Lors du retrait des cartes à venir, que chacun s'assure qu'en tout cas que sa carte d'électeur est à sa disposition, afin que vraiment le jour J, chacun puisse aller voter. Il faut signaler aussi que les rangs du RPM se sont renforcés à Djenné avec l'adhésion de 10 conseils communaux et plusieurs autres militants venant des partis politiques de la place. Actualité hors de nos frontières, le peuple avait provoqué la chute de Moubarak. Il vient de provoquer celle de Mohamed Morsi, qui a été hier destitué par l'armée. Depuis ce jeudi, l'Égypte a un nouveau président par intérim. Son nom, Adli Mansour. Il était le président de la Cour constitutionnelle et il était inconnu des Égyptiens qui ont découvert son nom hier soir et son visage ce matin. Il aura la lourde tâche d'organiser une élection présidentielle anticipée. Ce magistrat peu connu, Adli Mansour, est aujourd'hui le président par intérim de l'Égypte. Il a prêté serment jeudi et promis dans un bref discours de protéger le système républicain et les intérêts du peuple. À la tête de la Haute Cour constitutionnelle, il a été désigné par l'armée pour remplacer Mohamed Morsi, démis de ses fonctions. Une déposition manu militari du président islamiste saluée comme une victoire légitime par la presse égyptienne gouvernementale et indépendante après les vastes manifestations de ces derniers jours. Tout est allé très vite mercredi, après l'expiration de l'ultimatum que l'armée avait lancé au président pour quitter le pouvoir. Le chef de l'armée et nouvel homme fort du pays annonce la suspension de la Constitution et la mise en place d'un pouvoir de transition jusqu'à la tenue d'une élection présidentielle anticipée. C'est l'explosion de joie des anti-Morsi, une liesse populaire qui rappelle la chute du président Moubarak 2 ans et demi plus tôt. Nous sommes reconnaissants envers l'armée et son chef Abdel Fattah el-Sisi. C'est un grand homme qui mérite notre respect, il est notre héros. Le président Morsi s'exprimera une dernière fois dans une vidéo pour appeler ses partisans à défendre sa légitimité avant d'être arrêté avec toute son équipe par les forces de sécurité. 300 mandats d'arrêt sont également lancés contre des responsables des frères musulmans. Dans la nuit, des affrontements feront une dizaine de morts, comme ici à Alexandrie, lors de heurts entre forces de l'ordre et partisans du président déchu. Plusieurs milliers d'entre eux étaient toujours massés jeudi dans un faubourg du Caire en soutien à Mohamed Morsi.
Un climat de graves tensions qui fait craindre de nouvelles violences. De nombreux pays dans le monde ont fait part de leur inquiétude, appelant à un retour rapide au processus démocratique, mais aucune grande puissance occidentale n'a prononcé le terme de coup d'État contre le dirigeant islamiste élu démocratiquement il y a un an. Retour chez nous avec la journée nationale de la maternité à moindre risque qui a pour thème la grossesse et ses conséquences chez l'adolescente en période de crise. Le lancement des activités de cette 9e édition a eu lieu ce jeudi au camp des déplacés à Niamana. C'était sous la présidence de la première dame Traoré Mintou Doucouré. Le reportage de Moussokoura Konati. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention des pouvoirs publics et de la population tout entière sur les risques liés à la grossesse et à l'accouchement. La finalité recherchée est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Le thème retenu pour l'édition 2013 est la grossesse et ses conséquences chez l'adolescente en période de crise. Au Mali, les indicateurs de santé chez l'adolescent sont très préoccupants selon l'enquête démographique de Santé 4 réalisée en 2006. 6,8% des filles sont enceintes de leur premier enfant avant l'âge de 16 ans et l'âge du premier rapport sexuel est de 16,1 chez les filles. Cet état de fait déjà préoccupant peut s'accentuer pendant les périodes de crise et d'instabilité. Ainsi, avec la crise que connaît notre pays, les actions engagées doivent se poursuivre, voire s'intensifier et de nouvelles actions initiées. Pour la première dame, la grossesse chez l'adolescente est un drame vécu par l'ensemble de la famille, tant sur le plan sanitaire que social. La grossesse et l'accouchement, bien qu'étant généralement des événements heureux, peuvent malheureusement connaître une issue dramatique, comme le décès de la mère et ou du nouveau-né. Ces situations tragiques sont encore fréquentes. Il s'agit d'adolescentes. Vous conviendrez avec moi que devant cette situation, nous sommes tous interpellés pour la mise en œuvre d'actions en faveur d'une meilleure protection de cette couche fragile que constituent les adolescentes. Au cours de cette cérémonie de lancement des activités, des attestations de reconnaissance ont été délivrées aux champions de la campagne Tous et Chacun pour les efforts déployés pour la santé en général et la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en particulier. Le président du Haut Conseil islamique du Mali invite la communauté musulmane du district de Bamako à une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie de bénédiction le vendredi 5 juillet, donc demain, à partir de 15h à la grande mosquée de Bamako sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Elle a pour but d'invoquer Allah pour un hivernage fructueux et pour le retour de la paix, de la quiétude et la tenue d'élections apaisées. Une prière collective sera organisée dans chaque commune du district le samedi 6 juillet. En 4e région, les membres de la commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale étaient hier mercredi dans les installations de l'Office Riz-Ségou dans les secteurs de Konodimini et Tamani. Les parlementaires ont pu se rendre compte des dispositions pratiques prises pour le bon déroulement de la campagne agricole 2013-2014. Candécila. Échange avec l'encadrement et les producteurs, visite guidée des infrastructures. Cette mission de la commission chargée du développement rural au niveau de l'Assemblée nationale dans les zones de production de l'Office Riz-Ségou vise à faire un état de lieu par rapport au bon déroulement de la campagne agricole 2013-2014. Dans les secteurs de Konodimini et de Tamani, même si la pluviométrie tarde encore à s'installer, les paysans s'affairent autour des activités de préparation des champs. Les élus de la nation ont pu constater au niveau des magasins de stock visités la disponibilité des semences. L'année dernière, il y a eu des sinistres un peu partout. Donc l'officerie a dégagé dans son fonds propre en tout cas un montant qui nous a permis de payer 53 tonnes pour venir au secours en tout cas des producteurs qui ont été sinistrés. Pour permettre également aux paysans de démarrer la campagne dans de bonnes conditions alimentaires, nous avons mis encore sur place des banques de céréales. Les députés se sont entretenus avec les femmes de Ngara.
Dans cette localité, 50 femmes ont bénéficié chacune de 90 000 francs au compte du projet d'appui au développement rural de Tienkonou et de Tamani pour des activités d'embauche de petits ruminants. Et 26 autres du village de Ngarna ont reçu de fonds pour la même activité. Malgré ces bonnes dispositions, des contraintes demeurent. En ce qui concerne les semences, ça va. En ce qui concerne les dispositifs, ça va. Mais c'est le problème d'engrais, effectivement, qui nous a un peu tiqué. Sur les besoins exprimés, ils sont à peine de recevoir les tiers. On note enfin que pour cette campagne agricole 2013-2014, l'Office Rissegou mise sur une production d'environ 178 000 tonnes, toutes spéculations confondues. Restons dans la même région. Ouverture ce jeudi à Ségou du Forum national des jeunes. Participent à ce forum les fédérations et autres réseaux de jeunes ainsi que le ministre en charge de la jeunesse. Le forum a pour objectif de sensibiliser la jeunesse pour une participation active à la construction nationale. De Ségou, le reportage de Brahima Koné. La cohésion et la fraternité au sein de la jeunesse malienne avaient cédé leur place à une dichotomie avérée. Fort heureusement, le ministère de la Jeunesse et des Sports est vite intervenu au grand bonheur de la nation malienne. C'est là à travers l'organisation de ce forum. J'ai été confronté à un problème de leadership au niveau des jeunes. Il y avait un conseil national de la jeunesse. Ce conseil a connu beaucoup de problèmes. D'abord, le problème de légitimité de bureau, des problèmes de légitimité de leader et des problèmes de tendance. Donc, face à ces difficultés, nous avons dû un peu mettre en veilleuse les activités du Conseil national de la jeunesse. Et c'est après les avoir renvoyés à réfléchir davantage au sort de leur organisation fêtière que les jeunes sont venus à moi pour me dire que voilà, ils ont réfléchi. Ils se sont rendus compte de toutes les difficultés, donc ils souhaitent l'organisation de ce forum. Le Forum national de la jeunesse se veut un espace de dialogue pour parer au bicéphalisme et faire face aux grands défis de l'heure. Parmi ces défis, la contribution des jeunes à la réussite de l'élection présidentielle. Les présentes assises visent comme objectif à réunir la jeunesse, à réconcilier la jeunesse avec elle-même, mais aussi à poser des jalons concrets par rapport à la promotion et au développement de la jeunesse, mais surtout pour la cohésion et l'unité de cette jeunesse. En marge de la cérémonie d'ouverture du Forum national de la jeunesse, le ministre Amefoune Mahalmadan a procédé à la visite des structures relevant de son département. Parlant de la campagne Coton 2013-2014, le président de la CMDT Holding et celui de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton ont visité ce matin certains secteurs de la filiale centre de la CMDT. C'était pour s'enquérir du bon démarrage de la campagne et recueillir les préoccupations des producteurs. De manière générale, la campagne se déroule normalement malgré le démarrage tardif des pluies. Envoyés spéciaux Abdelrahman Maïga et Dembawan. Dans la filiale centre de la compagnie malienne de développement des textiles, pas de grande inquiétude pour la campagne 2013-2014. Et cela malgré l'installation tardive de la saison des pluies dans les différents secteurs de cette filiale. Sur une prévision de 98 000 tonnes de coton grain de qualité, plus de la moitié de la superficie cultivable a déjà été emblavée. Les paysans rencontrés au cours de cette mission tablent sur une production de 980 kg à l'hectare. Outre cet engouement des producteurs de coton, les engrais et les intrants agricoles sont également disponibles sur place. Des constats faits par le président directeur général de la CMDT Holding, accompagné pour la circonstance par celui de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. La seule préoccupation évoquée par les producteurs, c'est surtout le problème de pluviométrie. Au cours de cette mission, le président directeur général de la CMDT a rencontré les producteurs et les encadreurs des secteurs de Fana, de Dioula et de Konobougou. Les visiteurs du jour voulaient s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne agricole et recueillir les attentes et les préoccupations des producteurs. Il faut que chacun s'engage à s'aimer le reste des champs. Rien n'est tard d'avant. Et cette année sera une bonne année de culture. Mais celui qui sera découragé parce qu'il ne plaît pas régulièrement, c'est celui qui va regretter après. Donc moi, je les encourage. Moi-même, je suis en train de s'aimer. Et je vais s'aimer jusqu'au 30. Ce que nous constatons pour 2013-2014 sur le coton,
c'est que nous sommes aujourd'hui à 65% du plan de campagne réalisé. Sur les 540 000 hectares, aujourd'hui nous avons emblavé 350 000, il reste 200 000 hectares. Nous pensons que les 2 décades de jouets doivent nous permettre de couvrir ça. Et sur les céréales, sur les 1 300 000 hectares que nous avons aujourd'hui, nous sommes environ à 500 000 hectares de semés. À 2 décades, nous pensons couvrir tout ça. Des paysans qui, par les difficultés constatées dans le démarrage effectif des pluies, sont un peu inquiets. Ces inquiétudes, selon les visiteurs, trouveront leur solution par l'observation et la mise en œuvre correcte des différents conseils promulgués par l'encadrement technique qui recommande des semis jusqu'au 20 juillet prochain. À Bamako, le 8e congrès ordinaire de l'Ordre des huissiers de justice du Mali s'est tenu aujourd'hui. Il s'agissait pour les membres de passer en revue les acquis de l'Ordre en vue de mieux planifier les actions futures. Ils ont également renouvelé le bureau. C'était au CICB. Reportage de Nyanya Alou Traoré. Mesure l'ampleur de vos attentes. Je m'engage, Inch'Allah, à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs visés. C'est désormais Boubacar N'Diallo qui préside aux destinées de l'Ordre des huissiers de justice du Mali. Il est élu pour un mandat de 3 ans. C'est à l'issue du 8e congrès ordinaire de l'Ordre que le nouveau bureau a été mis en place. Ils sont au nombre de 15. Et déjà, ces 15 membres ont conscience de l'ampleur des missions à eux confiées. Aujourd'hui, notre profession est méconnue. Nous allons rehausser l'image de la corporation. Les huissiers ont de nombreuses difficultés. La profession souffre des recouvrements parallèles, du manque d'assistance, du manque de la solidarité et de cohésion. Je vais m'atteler à ce qu'est la cohésion, la solidarité, à revendiquer nos droits. Nous avons nos états correctionnels qui ne sont pas payés depuis presque 4 ans et il faut travailler dans ce sens-là. Il faut travailler aussi à relever le niveau des huissiers de justice par la formation. L'huissier se trouve au début et à la fin de tout acte de justice. Tâche très délicate, car il s'agit de faire appliquer la loi. Raison pour lesquelles le président de séance a loué le courage et la ténacité des acteurs de cette corporation. Les acteurs de la justice dans leur ensemble sont quotidiennement confrontés aux difficultés. Mais dans cette famille judiciaire, votre profession d'huissier est la plus rebutante, la plus ingrate aux yeux du citoyen, mais aussi la plus essentielle, j'allais dire. Le nouveau président a par ailleurs exhorté la jeune génération à respecter l'éthique et la déontologie du métier d'huissier. Maître Boubacar N'Diallo en appelle à la cohésion et à l'unité pour le devenir de cette profession. Fin cet après-midi des travaux du 12e congrès ordinaire du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC. Après 2 jours de travaux, les congressistes ont revu les textes statutaires de leur syndicat et renouvelé le bureau exécutif national. Nando Dambeli. Ce 12e congrès ordinaire qui vient de s'achever a permis au syndicat national de l'éducation et de la culture de faire peau neuve. Il est désormais doté de nouveaux textes statutaires et d'un nouveau bureau exécutif de 33 membres pour 5 ans dirigé par Mauloud Ben Katra. Mesurant toute la délicatesse de ces nouvelles responsabilités, le nouveau secrétaire général du SNEC place son mandat sous les signes de l'action et de la cohésion. Le poids de la responsabilité incombe à chacun et à chacune de nous. Félicitant les membres du nouveau bureau exécutif, le ministre de la Culture les exhorte au dialogue franc et responsable. Au nouveau bureau, je voudrais adresser mes vives et sincères félicitations à M. Katra et à tous les autres membres qui ont été élus avec lui pour prendre à compter de ce jour les destinées du SNEC. Je voudrais les exhorter à suivre pas des aînés. Des motions de remerciement ont été adressées à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis pour la réussite des présentes assises. Inauguration ce mardi à Caille de l'immeuble Sonavi qui a coûté plus de 650 millions de francs CFA financé sur fonds propres. Kansoutou Kanouté était à la cérémonie d'inauguration. Voici son reportage. Construit avec toutes les commodités modernes et bâti sur une parcelle de 600 mètres carrés avec une surface totale de 1756 mètres carrés, l'immeuble Sonavi Caille vient d'être inauguré.
Financée sur fonds propres d'un coût global de 658 millions de francs CFA, la Société Nouvelle d'Assurance Vie vient de tenir sa promesse d'implanter à Caille un immeuble digne des ambitions de la région et digne des ambitions de la Sonavi. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous permet de nous retrouver ce matin pour récolter le premier fruit de l'arbre que nous avons ensemble planté le 25 juin 2011. Depuis, hélas, notre pays a traversé une période particulièrement difficile. Heureusement, avec courage, nous avons pu sauver l'essentiel. Pour le maire de la commune urbaine de Caille, Abdoulaye Kamara, la construction d'une telle infrastructure moderne de haut standing est le rêve de tout maire de voir sa ville toujours plus belle. Le nombre d'adhérents, parmi lesquels nombre de mes collaborateurs et moi-même, ne cesse d'évoluer. Cela est encourageant au regard de l'importance du rôle de sécurisation de la vie humaine. Le directeur de cabinet a procédé à la coupure symbolique du ruban suivie de la visite des nouveaux locaux de la Sonavi, composé d'un sous-sol, d'une agence bancaire, des bureaux de la Sonavi, d'un espace commercial, de 6 appartements au premier et au deuxième étage, d'un ascenseur et des réseaux informatiques et téléphoniques. Cette sublime bâtisse est l'œuvre de Sadia Djiré, architecte. Pour lutter contre l'insécurité à Bamako et environ, des patrouilles de grande envergure ont été organisées hier soir par nos forces de l'ordre. Des randonnées de 300 hommes pour traquer les malfrats et sécuriser les paisibles citoyens et leurs biens. Le récit de cette soirée de patrouille avec Mohamed Ould Mamouni. Cérémonial avant le lancement des soirées de patrouille de grande envergure. Oui. En armes. Présentez. Pour sécuriser la capitale cette nuit, de grands moyens ont été déployés. 300 hommes de différents corps des forces de l'ordre, 30 véhicules pick-up sont répartis entre les 6 communes du district. Et le mot d'ordre reste le même. Nous avons choisi de porter la tenue pour veiller afin que les paisibles populations du Mali dorment tranquilles. Cette mission-là, c'est un sacerdoce. Nous devons l'accomplir contre vents et marées. Travailler, travailler, travailler et encore travailler. C'est aux environs de 23 heures que les équipes de patrouille se sont déployées. Notre équipe de reportage a suivi celle du secteur 1, c'est-à-dire la commune 1 et 2. Sur le terrain, que de simples contrôles de routine. C'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours souhaité que la police, chaque patrouille, chaque nuit, que la police vienne faire un tour chez moi. Ça va me mettre en sécurité. Oui, la patrouille nous rassure. Ça rassure toute la population. Après plus d'une heure passée avec l'équipe du secteur 1, cap sur le secteur 3 en commune 5. Là, nous sommes sur la colline de Daoudabougou, une zone réputée dangereuse. Des fouilles de grottes, des maisons non habitées, aucun endroit suspect n'est épargné. Toutes choses qui ont permis d'intercepter cette moto Jakarta laissée dans leur fuite par un groupe de jeunes. Le groupe de jeunes là qui avait une moto Jakarta, il n'y avait pas de clé sur la moto. C'est pour cela que la moto a été interpellée. La moto a l'air suspect. Et cela fait partie de nos missions. Toute la soirée, pas d'incident majeur. À signaler qu'aux environs de 2 h du matin, notre équipe de reportage a coïncidé avec un accident de circulation juste en face du 13e arrondissement à Girimadjo. Apparemment, un excès de vitesse. Le conducteur ivre sera conduit aux urgences. Actualité dans le monde du sport, le collectif du 11 juillet a animé cet après-midi un point de presse à son siège à l'ACI 2000. C'était pour informer les journalistes de l'annulation de l'Assemblée générale élective du 12 juillet. Le collectif répond ainsi à la demande de la FIFA. Le compte-rendu de Siragatou Sissi. Le compte à rebours est enclenché. Le mandat de l'actuel bureau de la Fédération malienne de football prend fin officiellement le 11 juillet. Depuis 3 mois, un groupement appelé Collectif du 11 juillet s'est constitué pour dénoncer la lenteur de l'appel à candidature du renouvellement du bureau et rappeler l'instante dirigeante du football malien. Le délai étant expiré, le collectif a tiré sur la sonnette d'alarme. Face à la tournure des événements, un vide est en passe d'être constaté. Le collectif du 11 juillet, alors sur ses gardes, a saisi les autorités compétentes, dont la FIFA. L'Assemblée générale élective, convoquée par le collectif pour le 12 juillet, vient d'être annulée.
Le collectif répond ainsi à la demande de la FIFA. Dans une correspondance adressée à la Fédération malienne de football et au collectif du 11 juillet, la FIFA a décidé la tenue de l'Assemblée générale élective pour les 5 et 6 octobre 2013. Ces dates sont acceptées par le collectif dans le cadre d'une organisation transparente et légale. Ce sont des dates proposées par la FIFA et nous acceptons cette date dans l'intérêt du football, dont nous avons souhaité chaque fois l'arbitrage de la FIFA pour aller vraiment à une élection vraiment apaisée et transparente. Et les dispositions à prendre vont se faire voir les jours à venir, il n'y a aucun problème. Et ça même, ils sont conscients de ce qui va s'en découler après. À partir du 12 juillet, le bureau fédéral va diriger le football malien de façon transitoire. Nous sommes parfaitement d'accord avec ces propositions de date de l'Assemblée générale, mais nous avons soulevé le problème du vide juridique par une correspondance qui est partie aujourd'hui, même le 4 juillet. Nous avons posé la question à la FIFA de savoir quel sera le sort de l'actuel comité exécutif au-delà du 12 juillet, terme de son mandat. Nous attendons vivement la réaction de la FIFA par rapport à ça. Je crois que ce que la FIFA nous indiquera, nous allons suivre ce chemin. Si c'est le comité exécutif qui va continuer jusqu'à l'Assemblée d'octobre, ou si c'est un comité transitoire qui sera mis en place, nous attendons la réponse de la FIFA par rapport à cette préoccupation. En attendant la tenue prochaine de cette Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football, les deux partis restent campés sur leur position. Vivement les 5 et 6 octobre 2013. Sur un tout autre sujet, pas de tension sur le marché des denrées de première nécessité en cette veille de Ramadan. Les prix sont stables et le marché correctement approvisionné, en tout cas pour le sud du pays. Reste l'équation de l'approvisionnement des régions du Nord que les autorités envisagent à partir de la ville de Mopti. L'interview de la semaine s'intéresse aujourd'hui à la question. Yaya Konaté reçoit Modibo Keïta, le directeur national du commerce et de la concurrence. Rendez-vous après ce journal qui prend fin tout de suite. Merci à vous de l'avoir suivi. Autre rendez-vous à retenir, le journal des formations avec Kadidia Toukone. Dans les éditions de demain, retrouvez dans la mi-journée Mohamed Touré et le soir Amara Malé Diallo. L'information continue sur notre antenne et sur notre site www.ortm.ml. Très bonne soirée à tous.